Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Histoire Mystérieuse. J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement car ce soir, cet épisode est sous le signe du spectaculaire. Éventuellement, vous allez découvrir 3 histoires ce soir, mais d'abord, voici le sommaire. Les scooters des neiges engagés en compétition sont surnommés au Canada les bombes sur glace, alors forcément parfois, ça explose. C'est un as de la voltige aérienne, un acrobate du manche, mais ce jour-là, sa démonstration s'est terminée en boule de feu. C'est une star que les télévisions mexicaines s'arrachent, une garantie d'audience. Anadela est magicienne et pas n'importe quel genre d'illusionniste. C'est le tour de magie le plus populaire du Mexique. Mais aujourd'hui, le numéro a surpris le public. Anadela n'avait pas prévu ça. Toutes ces histoires et bien plus encore, ce soir dans la saison 2 d'Histoire Mystérieuse. Bien, maintenant qu'on a vu le sommaire, je peux vous dire que ça donne envie, évidemment. On va passer donc à la 3e histoire. Savez-vous ce que c'est qu'une course de motoneige ? Ce que vous allez voir, c'est simple. Un coureur qui prend sa motoneige, il part faire une course, mais ça ne se passe pas comme prévu. Attention, vous allez voir des images pour le moins très spectaculaires. Les scooters des neiges engagés en compétition sont surnommés au Canada les bombes sur glace, alors forcément parfois, ça explose. Moyen de locomotion usuel et pratique au Canada, le scooter des neiges peut être aussi une récréation pour les conducteurs épris de liberté et de grands espaces. Enfin, le scooter des neiges est également un engin de compétition sur le continent nord-américain. Discipline de vitesse pratiquée sur anneau, les machines sont spécialement préparées pour l'épreuve. Avec une motoneige de ce type-là, comme on voit à l'écran, sur les 400 premiers mètres, ils arrivent à atteindre des 150-160 km/h. C'est des machines qui accélèrent sur les 400 premiers mètres, à titre indicatif, aussi fort qu'une Formule 1. Emmanuel Péon, importateur de scooters des neiges, ne distribue bien évidemment pas ce genre d'engin, exclusivement réservé aux professionnels. En revanche, il connaît parfaitement ce genre de course. Donc le principe de l'ice track, c'est un départ en ligne sur 4 ou 5 tours. Le premier à l'arrivée a gagné. Et donc voilà lâcher ces monstres de 130 kg. À la première accélération, un objectif, être placé idéalement dès le début de la course. Le passage au premier virage est le plus important, puisque celui qui tient la corde, normalement, est censé avoir quand même un vrai temps d'avance sur les concurrents. Et pour un concurrent, Jacques Villeneuve, le premier virage sera le dernier. Le choc est terrible. Analyse. Au bout du premier virage, ils sont déjà au moins à 150 km/h. La moindre erreur, comme dans toutes les disciplines de vitesse, se paye cash. Là, on l'a vu, il s'est fait un petit peu bousculer par l'arrière. On voit bien, tac, lui, il se tourne vers l'extérieur et il y en a un qui lui revient à l'intérieur, qui lui pousse l'arrière de la motoneige. La perte de motricité a été immédiate et donc perte de motricité, perte de contrôle. On est sur un terrain qui est très glissant. C'est la punition tout de suite. Sortie de route, vous voyez, il va tout de suite percuter les barrières. Heureusement, c'est bien protégé. Des barrières effectivement qui ont joué leur rôle, mais paradoxalement, le plus grand risque n'est pas ce choc-là. Tous ceux qui arrivent derrière, ce qu'on appelle la meute, ils arrivent très vite. Ils sont sans foi ni loi et ça arrive bien souvent que le pilote qui se retrouve au milieu de la piste se fasse passer dessus. Et contrairement aux véhicules de loisirs, les engins de compétition sont équipés d'armes redoutables pour mieux adhérer. Les chenilles sont cloutées avec des clous qui peuvent faire jusqu'à 2 cm, 2 cm et demi, qui sont vraiment acérés pour optimiser au maximum la motricité sur la glace. Se faire rouler dessus par une motoneige, ça fait vraiment du mal. Mais les combinaisons renforcées dorsales et casques ont néanmoins protégé les pilotes. La plupart sont indemnes alors que Jacques Villeneuve, lui, s'en sort finalement avec quelques côtes cassées. C'était un simple accident, ce n'est la faute de personne. C'est un accident de course plutôt violent, mais ça fait partie du jeu et de la compétition. Fataliste et courageux, Jacques Villeneuve était de retour sur les pistes glacées quelques semaines plus tard. Je vous l'avais dit, ces images sont bien spectaculaires, mais bien sûr, ça, ce n'était que le début.
Dans l'histoire que vous allez voir, ce sera un peu plus chaud que prévu, surtout si vous êtes pilote d'avion. Mais avant, je tiens à vous préciser que vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, donc si ce n'est pas déjà fait, allez vite le cliquer, c'est très important, ça m'aide à me soutenir, et puis bien sûr, ça me donne envie d'en faire un peu plus sur Histoire Mystérieuse. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et aussi à mettre un petit commentaire, j'y regarderai avec la plus grande attention et j'y répondrai bien sûr à tous vos commentaires. Mettez aussi l'histoire que vous avez préférée dans ces 3 histoires de ce soir et bien sûr comme ça je pourrais faire un peu plus, voire même un truc en plus en fin d'année, vous verrez bien. Bien, maintenant on va pouvoir passer à l'histoire numéro 2. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, éventuellement il y a donc un pilote d'avion qui va effectuer quelques petites figures, mais ça ne va pas se passer comme prévu, alors attention, si vous avez le vertige, ces images ne sont pas faites pour vous. C'est un as de la voltige aérienne, un acrobate du manche, mais ce jour-là, sa démonstration s'est terminée en boule de feu. C'est sa passion, sa folie. Serge Lucchina est un inconditionnel de voltige aérienne. Pas un jour sans plonger dans un moteur ou piloter un avion. Depuis tout gamin, je suis un petit peu kamikaze avec tous les sports mécaniques, quoi. Et toute sa fortune de négociant automobile y passe. Dernière folie, un Sukhoi 26, le seul en France possédé par un pilote amateur. J'en étais assez fier, oui. Parce que bon, j'ai passé une année pour le ramener. Je l'ai acheté directement en Russie. Et je l'ai repeint, remonté, refait, quoi. C'est donc aux commandes de ce petit bijou, fort de ses 4 années d'expérience de voltige aérienne, que Serge se présente le 24 juin dernier au meeting de Phalsbourg, en Alsace. J'étais pas trop là pour épater le public, quoi. C'est une prestation qui s'annonçait quand même assez tranquille. On est en meeting, donc on n'est pas en compétition. Météo idyllique, public enthousiaste, tout s'annonce idéalement. Serge exécute sa prestation sous les yeux ébahis de 50 000 spectateurs. Le plancher mini aux États-Unis est de 0. Hein. Un pilote peut passer à 10 cm du sol. Chez nous, c'est interdit. Là, lors de ce meeting, c'était 30 mètres. Mais bon, qu'on soit à 3 mètres ou à 30 mètres, le danger est le même. En effet, à 400 km/h dans un avion de 700 kg propulsé par 350 chevaux, la moindre erreur ou défaillance ne pardonne pas. Aussi, Serge ne prend aucun risque. Pas de figure exceptionnelle, pas de numéro inédit, une représentation somme toute assez classique, et pourtant. Cet accident, il faut le savoir, n'a tenu qu'à un fil. Donc là, j'effectue une figure où tout est centrifugé dans le cockpit. Et le fil du casque est venu me bloquer une commande. Et en fin de compte, je m'aperçois du blocage qu'ici, là. Et on voit bien l'avion qui part sur la gauche. Et puis voilà, quoi, c'est trop tard. Incroyable, c'est bien le fil de ce casque qui est à l'origine du blocage des commandes. Mal positionné, mal rangé, le fil a gêné le pilotage. Là, on a eu un problème. On a laissé le fil pendre dans le bas. Il est venu se poser sur le câble en acier et il est passé dans la poulie. Et ça fait que ça a fait un blocage, quoi. Et la conséquence radicale, la voilà. Il y a 2 gouvernes arrière. Il y a celle-là, qui est manœuvrée par le manche avec les mains. Et il y a celle-ci qui est manœuvrée par les pieds. Et voilà, c'est cette gouverne-là qui s'est retrouvée légèrement bloquée, comme ça, inclinée un tout petit peu. Impossible dans ces conditions de piloter et encore moins de redresser l'avion. Une faute de préparation, d'inattention a donc conduit au crash que Serge a tenté de limiter. Je me suis débrouillé comme j'ai pu, quoi. Je savais que je pourrais pas remonter de toute façon. Là, on voit bien, ici, je tire, je me pose à plat et puis bon, après, ça se contrôle. Après 100 mètres de folle glissade, le Sukhoi se stoppe, mais il est en feu. En fin de compte, je suis, on va pas dire sonné parce que je suis éveillé, mais quand même sonné. Je vois que des flammes autour de moi. Les flammes qu'on voit à l'extérieur, ce sont des flammes inoffensives parce que je suis protégé par la bulle qui est au-dessus de ma tête. Mais c'est que ça prend feu dans mes pieds, au niveau des pieds, parce que le réservoir à essence est juste au-dessus de mes pieds. Alors bon, si je vous chauffe le dessous des pieds avec un briquet, vous allez partir en courant, c'est ce qui s'est passé, quoi. En effet, groggy mais conscient, Serge, sauvé par son cockpit et sa cellule de survie intacte, détache très rapidement son harnais de sécurité pour fuir le brasier. L'explosion menace. Je sors, je m'arrête et je me récarte pensant qu'il risque d'exploser, quoi. Je m'assois et puis je regarde l'avion qui brûle, quoi. Je suis un peu dégoûté de la vie. Spectacle de désolation pour Serge qui a une vertèbre fêlée et quelques brûlures superficielles. Finalement, le diagnostic est assez léger. Décrocher maintenant, je pense pas, non. Il y a des gens suite à des crashs qui arrêtent, mais je crois pas, non. Plutôt le contraire, ça m'a plutôt renforcé l'envie de
de recommencer, quoi. Un mois à peine après son accident, Serge était déjà dans un avion. Vous l'avez compris, c'est le genre d'homme, de passionné à qui il en faut un peu plus pour arrêter de s'envoyer en l'air. Bon, moi je suis pas sûr de prendre l'avion et je pense que surtout vous non plus, hein, après ces images que vous venez de voir. Les amis, il est temps de passer à la première et dernière histoire, donc l'histoire numéro 1 de ce soir. Si je vous dis magie, si je vous dis éventuellement explosion, vous pensez, je pense, à plusieurs choses. Enfin bref, vous allez voir ces images. C'est une magicienne qui tente de faire un tour, elle est bloquée dans une caisse et elle doit s'en sortir avant que la caisse n'explose. Mais vous allez voir un petit moment d'inattention et ça pourrait vous faire perdre la tête. Bienvenue dans un tour de magie qui a pour le moins l'habitude d'être explosif. C'est le tour de magie le plus populaire du Mexique. Mais aujourd'hui, le numéro a surpris le public. Anadela n'avait pas prévu ça. C'est une star que les télévisions mexicaines s'arrachent, une garantie d'audience. Anadela est magicienne et pas n'importe quel genre d'illusionniste. Le principe du magicien ou de la magicienne qui se met dans une boîte ou qui se fait enchaîner, qui doit se délivrer d'un danger imminent qui va lui couper la tête, c'est assez vieux. Celui qui l'a popularisé, c'est un magicien américain qui s'appelle Houdini, qui a pris ce nom en hommage à un magicien très connu qui s'appelait Robert Houdin, au début du 19e siècle. Disciple de Houdin, Anadela s'apprête en effet à réaliser son tour fétiche. Enchaînée puis enfermée dans un sac noué que l'on place dans une boîte cadenassée, elle a 20 secondes pour en sortir. Attention, au terme de ce délai, c'est l'explosion, une charge capable de tuer. Ça mélange le courage, l'habileté, le risque, un peu les trois. Car voilà, enfermé dans un sac, comment se défaire de ses chaînes? Sans trahir de secret, le nouveau prodige de la magie française, David Jarre, fils de Jean-Michel Jarre et Charlotte Rampling, professionnel depuis 6 ans, nous donne quelques indices. Déjà, il faut apprendre à se délivrer des chaînes. Donc là, on la voit, elle est assez fine, assez souple, donc c'est tout des mouvements d'ondulation. Et surtout, après, il faut apprendre à le faire dans un minutage extrêmement précis. 100 fois tenté, 100 fois réussi. Anadela, là encore, s'est défaite de ses chaînes. Tout semble parfaitement se dérouler, mais regardez le chrono, à droite, il est à 0. La sanction, vous la connaissez. C'est son tour carte de visite qu'elle fait un peu partout. Donc elle a peut-être fait 100 fois, 200 fois, 2000 fois même. Et la 2000e fois, c'est tellement facile que, 1, elle perd la notion du risque, vu qu'elle y arrive à chaque fois. Et 2, c'est tellement mécanique que du coup, elle n'y pense plus. Et ça, c'est le problème, c'est que quand il y a un petit problème qui arrive, et ben, du coup, on a tellement l'habitude de le faire et que ça se passe bien que d'un coup, excès de confiance, il y a quelque chose qui ne va pas, on prend du retard et boum. Ça va mieux, je me remets tout doucement. Brûlée superficiellement, mais sérieusement traumatisée, Anadela a été protégée par sa combinaison et par cette cagoule. Une cagoule qu'elle portait pour la première fois pour faire plaisir à sa mère, présente sur les lieux de l'explosion. Quand il y a une donnée qui change, et ben ça devient d'un coup plus difficile. Il y a des paramètres, par exemple, imagine, tu as une cagoule et d'un coup il y a un coup de stress, donc on a beaucoup plus chaud, on a du mal. Donc elle a dû prendre 1 seconde de retard. Et dans une illusion comme ça, on voit bien 1 seconde de retard, et ça fait qu'elle est 2 mètres plus en avant, elle est encore dans la boîte et elle explose avec. 1 seconde. Pas grand-chose pour nous, une éternité pour les illusionnistes qui risquent gros. Les gens ont trop souvent l'impression que c'est facile, que tout est calculé, que tous les périmètres sont complètement calés et qu'il y a un risque zéro et quelque part c'est que du spectacle et de toute façon on nous embrouille et que tout est truqué, etc. Finalement, c'est bien que des choses comme ça arrivent. Heureusement, elle s'en est bien sortie parce que ça prouve bien qu'il y a un risque. C'est comme un cascadeur et donc ils prennent un véritable risque. Trop de risques. Aussi, Anadela a décidé de mettre un terme à sa carrière. Mais avant, elle veut tenter une dernière fois ce tour pour ne pas finir sur un échec. À mon avis, ça sera bien pour elle qu'elle le refasse pour effacer le mal. Parce qu'il vaut mieux pas rester sur un mauvais souvenir. Désormais, soyez-en convaincus, la magie comporte parfois une part de danger. David Jarre, lui, n'a pas prévu à son répertoire ce genre de tour, pour l'instant. Et ben voilà ce que je vous avais dit, un tour de magie qui est explosif, ça fait mal aux yeux et sûrement au dos aussi, comparé... Si je dis ça, c'est bien sûr par rapport à Anadela, mais sachez qu'elle a reproduit pour la dernière fois ce tour de magie et qu'elle l'a réussi sans problème. Bien les amis, c'est la fin de notre épisode. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit pouce bleu,
un petit commentaire comme en début de vidéo, j'y répondrai bien sûr. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner, cela m'aide pour mon soutien et évidemment pour en créer d'autres. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro d'Histoire Mystérieuse. Passez une très bonne soirée ou une très bonne journée, cela dépend à quelle heure aussi vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à dans un mois, les amis, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao tout le monde.